Bonjour et bienvenue au WebTech, premier WebTech de l'année 2026. Bonne année à tous. Nous avons choisi de traiter aujourd'hui la cyber embarquée. Je vous propose d'attendre quelques secondes que les participants se connectent. Est-ce que vous voyez les participants ? Vous voyez les participants aussi, chers speakers, oui? Vous les voyez? Bon, vous n'êtes pas obligé. Mais... Bon, il faut cliquer sur un petit bouton. Hein, vous devriez voir. Ok, donc nous avons choisi pour ce premier WebTech de l'année, la cyber embarquée. Pourquoi? Parce que c'est un enjeu stratégique majeur à mesure que les systèmes critiques se complexifient et s'ouvrent. Donc ce webinaire, pendant 1 heure, va vous permettre de mieux comprendre les défis techniques, mais les défis aussi normatifs. Il y aura beaucoup de réglementation, on le verra avec Viveris, mais aussi méthodologiques, avec des retours d'expérience terrain dans différents marchés, dans différents secteurs, dans l'industrie, dans le ferroviaire. Et on fera aussi un petit volet focus spatial, aéronautique spatiale, avec Anna Baraki que vous venez voir. Je vous propose de partager mon écran pour que vous puissiez voir l'agenda. Un petit instant, puisqu'encore une fois, nous essuyons les plâtres de cette nouvelle interface. Par contre, effectivement, j'ai quelques informations comme quoi certains participants n'entendent pas. Il y a un autre problème technique, ça tient. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Okay. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Par contre, il faut quand même que je fasse un test avec les participants. Je ne sais pas si... Oui, okay, je dépouille, super. Bon, bah, écoutez, on va démarrer. Donc, petit aperçu sur l'agenda, si vous voulez bien. J'ai du mal avec cette nouvelle donc, nous allons démarrer avec In Extenso. Hein. Effectivement, Marine Desmond, qui va nous présenter un peu de nouveautés hein, et sur le nouveau programme européen Move to Digital dont vous avez peut-être entendu parler, qui permet d'accompagner les PME, notamment de la région sud, pour Move to Digital en tout cas, vers la transformation digitale et qui permet d'implémenter des technologies cyber et notamment de la cyber embarquée avec du financement européen. On va commencer par cela. Ensuite, on aura un aperçu justement des différents enjeux de la cyber embarquée et Grégory Pohu, donc de Viveris, va nous décrypter tout cela hein, et va nous expliquer justement les différentes étapes les différents contextes pour implémenter cette sécurité sur une cible embarquée, quelles sont les contraintes. On aura un retour d'expérience concret avec les différentes étapes de sécurisation par Jean-Luc Verlac de Cela Group, qui est un client de Viveris. Et puis ensuite, on donnera la parole à Anna Baraki de CISEC France pour aborder ces enjeux, mais spécifiques au secteur spatial, comment intégrer une cybersécurité évolutive. Donc, nos speakers, nos experts sont là, vous les voyez. Grégory, Jean-Luc, Anna et Marine, bienvenue. Je vais passer les slides de Marine qui a un petit problème de partage. Marine, est-ce que vous pouvez parler sur les slides de Move to Digital? Oui, bien sûr. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre oui. en plein écran? Vous voyez là? Non? Ah non. Est-ce que là, vous voyez? Là, je suis en plein écran pourtant. Non, ça peut être le bon vous écran. Voyez ou pas voilà. C'est le bon slide, mais ce n'est pas en plein écran. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je arrête le partage.
Ouais, je ne vais pas réussir en fait à… Ouais, donc c'est tout ce que je vais pouvoir faire. Désolée pour le moment, Marine. Ça marche très bien, merci. Donc bonjour à tous. Donc en fait, effectivement, je suis là pour présenter Move to Digital, qui est l'EDIH de la région Sud. Donc EDIH, c'est European Digital Innovation Hub. En fait, c'est un programme qui est cofinancé par l'Union européenne et la région Sud pour favoriser la transformation numérique des PME, notamment dans les domaines de l'IA, de la cyber et de l'IoT. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce programme, c'est que comme il est cofinancé, en fait, les services qu'on propose sont soit gratuits, soit avec un reste à charge qui est vraiment très faible. Et en fait, on propose différents types de services qui permettent de tester, notamment par la réalisation de POC ou de prototypage, des formations, la recherche de financement pour la mise en place des POC ou des nouvelles solutions, et aussi une mise en relation avec l'écosystème local. Du coup, si on peut passer au deuxième slide, Fabien. Ah, merci. Et Move to Digital a notamment un parcours cyber. Donc, on propose un diagnostic cyber qui est vraiment spécialisé et qui permet d'analyser tous les risques et les vulnérabilités dans une entreprise. Et suite à ce diagnostic, de définir en fait un plan pour améliorer tous les points qui ont été observés comme étant défaillants. Et suite à ce diagnostic cyber, il y a à la fois la réalisation et la mise en œuvre de nouvelles solutions de cybersécurité. Il y a aussi un plan de formation pour la sensibilisation, notamment des équipes et de la direction à la nécessité de la cybersécurité et des bonnes pratiques à mettre en place. Pareil, un plan recherche de financement et aussi une mise en relation avec l'écosystème régional et aussi avec des offreurs de solutions qu'on a préalablement identifiés. Donc, tout ça, c'est pour le parcours cyber de Move to Digital, mais on a aussi, en fait, et ça, c'est nouveau, on est en train de le développer, la mise en place d'un parcours cyber régional avec une interaction avec notamment le CCIRT, qui, pour lui, a plutôt une approche d'urgence pour la cybersécurité. Et puis aussi, on va essayer de s'articuler avec notamment l'offre BPI pour le bouclier cyber. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'avoir vraiment une offre, un parcours cyber régionalisé pour la cybersécurité des PME. Et si vous voulez rejoindre le parcours ou voir un peu ce qu'on propose, n'hésitez pas à aller soit sur notre site internet ou en utilisant le petit QR code qui est là en bas. Voilà, merci. Ok, merci Marine. Donc le CCIRT que vous avez mentionné, je crois qu'il a un nouveau nom maintenant. Il s'appelle Urgence Cyber Région Sud, en tout cas pour celui de la région Sud. Effectivement, c'est un premier niveau d'intervention pour les PME en cas d'attaque notamment, hein, et c'est en coordination avec l'ANSSI. Et voilà, ce que propose Move to Digital, par contre, effectivement, c'est un véritable accompagnement pour intégrer de la cyber, embarqué ou pas d'ailleurs, dans ses produits, dans ses services, mais aussi dans son organisation. Bon, merci Marine. Donc on va passer maintenant à Grégory Pohu, donc de Viveris, qui va nous faire un petit constat normatif pour commencer. Je vous désigne présentateur Grégory. Donc ces réglementations sont nombreuses, peuvent apparaître comme contraignantes pour intégrer de la cyber, mais vous allez nous décrypter tout ça. Merci.
Donc, je vais partager mon écran. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Grégory Pouilly, en effet, directeur technique de Viveris Technologies. Je vais survoler l'aspect normatif. On ne va pas rentrer dans le détail, on n'a évidemment pas le temps. Et j'espère vous apporter surtout quelques clés, s'il en est besoin, pour vous faciliter l'adoption de ces nouvelles contraintes et nouvelles exigences. Ensuite, je vous présenterai les solutions que nous mettons en œuvre, je dirais assez classiquement, et que Jean-Luc Verlac de CELA Group illustrera dans un troisième temps avec des cas concrets qu'il a mis en œuvre sur ces projets. Est-ce que Jean-Luc, tu veux dire un mot pour présenter CELA Group, peut-être avant que je démarre sur Viveris? Bon, ça a activé ton micro. Oui, ouais. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Luc Verlac, CELA Group. Donc, rapidement, CELA Group, c'est un EMS franco-marocain, 4 sites en France, 1 site au Maroc. On fait des cartes électroniques pour nos clients et aussi nous développons des produits pour nos clients. Nous développons la partie mécanique, électronique et souvent couche basse logicielle dans lequel il y a de la cybersécurité. Donc là, nous avons travaillé avec Viveris pour 2 projets dont on parlera tout à l'heure, je pense, Grégory, qu'on évoquera tout à l'heure. Oui. Donc, pour faire le parallèle, merci Jean-Luc, sur Viveris, donc pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes une société d'ingénierie spécialisée dans les systèmes embarqués où effectivement, on intervient pour nos clients en support ou en réalisation tout ou partie d'électronique, de logiciels et sur des expertises en safety, en cybersécurité, voilà, ce type d'activité. Nous avons une 12 implantations, si je me fie à la slide, 10 en France, 1 en Belgique, 1 au Maroc, et travaillons, ouais, évidemment, puisqu'on fait des systèmes embarqués, essentiellement pour l'industrie. Voilà, je vais passer directement à ce qui vous intéresse, au vif du sujet. Voilà. Alors, pour remettre un peu de contexte, je propose déjà de prendre de la hauteur et comprendre finalement l'encadrement législatif européen qui est aujourd'hui en place et qui est bâti autour de 4 piliers. Le premier pilier sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que tout le monde le connaît maintenant depuis le temps qu'il est en place, c'est la RGPD qui traite de tout ce qui est données personnelles, voilà, la vie privée. Le deuxième pilier qui touche à la protection des infrastructures, donc ça c'est la directive NIS 2. Alors en 2 mots ou en 3, si on doit dire, c'est la résilience des entités. Ça touche particulièrement essentiellement d'ailleurs tout ce qui est secteur critique et important. Donc ça va être l'énergie, ça peut être la gestion des eaux, ça va être le transport, ce type d'activité. Avec une vue plutôt IT, je dirais. On a en troisième volet, celui qui va probablement vous intéresser aujourd'hui, la sécurité des produits, le Cyber Resilience Act, le CRA, autrement appelé, qui s'attache à sécuriser à la fois les aspects matériels et logiciels. Et le dernier, j'ai noté parce qu'il existe, mais il ne nous concerne pas du tout aujourd'hui, c'est la résilience financière, le règlement DORA. Parallèlement à ces 4 piliers, et un élément qui est important à prendre en compte, c'est que dès à présent, même si le CRA n'est pas obligatoire à date, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un pont temporel qui se fait avec la directive RED, pour Radio Equipment Directive, qui a été mise à jour il y a maintenant 2-3 ans et qui a ajouté des articles, notamment les articles 3.3, qui imposent de traiter un certain nombre d'exigences de cybersécurité. Alors, la directive RED, elle est obligatoire pour tout équipement qui comprend des éléments radio, de radiocommunication. Elle est obligatoire et elle est notamment pour avoir le tampon CE. Il faut pouvoir démontrer que l'on est conforme à cette réglementation. Depuis le 1er août 2025, donc l'année dernière, la RED s'applique à tous les projets de type radio. Elle est applicable et elle fait ce que je disais, le pont temporel, jusqu'en décembre 2027, lorsque l'ensemble des exigences seront mises en application sur le CRA. Et dans le CRA, il est prévu que, naturellement, l'article 3.3
de la RAID s'effacera, ne sera plus applicable dès décembre 2027. C'est le CRA qui prend le relais. Au-delà de ces hautes directives, après, l'ensemble des exigences, finalement, si on regarde le CRA, c'est 21 exigences de cybersécurité, dont une partie touche le produit, touche la conception du produit, la sécurité par défaut, le chiffrement, l'intégrité, très exigeant d'ailleurs pour être précis sur cette partie conception, et 8 autres touchent la gestion des vulnérabilités. Pouvant aller jusqu'à les problématiques de mise à jour, d'analyse on appelle ça des CVE, des vulnérabilités, et également le support qui est imposé par la norme. L'arrêt traite à peu près les mêmes, de mémoire, il doit y avoir 13, je crois, ou 11 des exigences, quelque chose comme ça. Mais globalement, à ce recours, on va retrouver les mêmes éléments traduits d'une autre manière, mais ça touche les mêmes types d'exigences. Après, au-delà de ça, on a des normes sectorielles qui s'imposent. Dans le médical, la FDA 510, qui est une norme donc, américaine pour tous ceux qui vont commercialiser ou déployer des systèmes sur le continent nord-américain. Pour les véhicules routiers, on a l'ISO 21434 qui est à connaître. De manière générale, la 62443 pour à peu près tous les produits industriels, très utilisés dans le monde ferroviaire. L'ETI 303-645 pour les IoT grand public, et aussi ce qu'elle permet d'assurer, aujourd'hui, comme la 18031, elle permet d'assurer la conformité vis-à-vis de la RAID ou du CRA ultérieurement. Donc maintenant, la question, c'est à quelle norme je me rattache. Ça dépend de quel type d'équipement finalement vous souhaitez vendre. Je précise bien l'équipement qui est vendu. Donc, si c'est un équipement domotique avec du Wi-Fi, c'est la 18031 qui s'applique. Si c'est une pompe à insuline aux États-Unis, c'est la FDA 510K. Si c'est un produit industriel, je dirais produit IoT industriel simple, on peut se rattacher à l'ETI 303-645, qui a l'avantage d'être assez clair et relativement facile à mettre en œuvre. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, ok, on voit on est capable d'identifier nos contraintes, les exigences qui vont être attendues. Maintenant, comment je fais? Parce que la question, c'est qu'aujourd'hui, pour la RAID et encore plus vrai demain pour le CRA, il va falloir que je démontre que je suis compliant, que je réponds correctement aux différentes exigences de la norme. Et donc, il faut monter quelque part, il faut monter un dossier, comme lorsqu'on fait certifier son équipement. Et dans ce dossier, il y a un certain nombre d'éléments qui sont demandés dans toutes ces normes, à commencer par l'analyse de risque, jusqu'à la qualification, potentiellement les pen tests, et puis entre les deux, toute la bonne traçabilité qui permet de démontrer que ce qui était exigé est testé et est bien implémenté au bon endroit. Donc pour ça, nous préconisons chez Viveris une méthode dite Secure by Design. Alors le terme est un peu marketing probablement, mais l'idée c'est d'intégrer la sécurité dès le départ dans le design, dès les premières phases de réalisation du produit. Alors ici, avec le temps imparti, je vais essayer d'être très rapide et efficace. Globalement, on a toute la vie d'un produit, depuis sa première phase de définition de besoin jusqu'à le début du build. En haut, si vous regardez la première ligne, enfin deuxième ligne, sous formation d'audit. Et le run derrière, c'est lorsqu'il est mis en exploitation. C'est des thèmes un peu IT, mais j'ai fait le pont avec l'informatique sur cette slide. Donc, une partie exploitation, une partie construction, développement du produit, conception. Ça commence par de l'analyse de risque, où on va identifier les éléments redoutés finalement, un peu comme on pourrait le faire en safety. Et derrière, on va décliner ça en exigences de sécurité, qui vont elles-mêmes se décliner en architecture de sécurité. Et puis derrière, dans une phase de réalisation, de développement, qui est bien souvent itérative, et sur laquelle je vais insister un tout petit peu sur la slide d'après, avant de remonter quelque part ce cycle en V de cybersécurité, où je vais m'attacher à monter mon dossier et à démontrer que l'ensemble des exigences que j'ai tracées en entrée sont correctement implémentées et donc que je teste.
C'est toute la partie que je mets dans la qualification avec jusqu'à le montage du dossier qui me permettra d'aller vers un organisme de certification. Le RAID, c'est typiquement ce qu'il demande pour démontrer que j'ai bien traité l'ensemble des exigences de cyber. Et après, je passe en phase d'exploitation, mais là, ça ne s'arrête pas. Je dois encore, et toujours finalement, tant que mon produit est déployé, m'assurer des vulnérabilités qui pourraient le toucher au fur et à mesure du temps. Et potentiellement les traiter, alerter les autorités, mon client, voilà, tout un mécanisme à mettre en place, y compris, donc il y a ces alertes, mais y compris la mise à jour potentiellement de mon produit pour pallier à des vulnérabilités qu'il rencontrerait avec le temps. Donc là, on est une méthode relativement haut niveau, mais qui permet d'identifier déjà les grandes étapes à réaliser et les grands éléments qui sont attendus en vue d'avoir les certifications qui vont bien. Et l'autorisation de déploiement, ou en tout cas en cas de contrôle, que je puisse démontrer, apporter les preuves que j'ai tout fait en bonne et due forme. Pour la phase de développement, ce que nous préconisons, c'est ce type de modèle, donc des chaînes CI/CD. Pareil, là, il y a encore un peu de marketing qui est passé là-dessus et on est passé du DevOps au DevSecOps. Mais finalement, on a juste à ajouter quelques outils au milieu de notre chaîne. Pourquoi automatiser? C'est que sur toute la durée de vie de mon produit, dans toutes ces phases de développement, à commencer par là, plus tôt je traite les problématiques cyber, les vulnérabilités, même, je dirais, les problématiques de licence des composants que je vais embarquer, plus tôt je les traite, et moins ça me coûte cher à la fin, et moins ça m'impose tardivement de faire des mises à jour. Donc, de notre côté, nous l'intégrons dans nos chaînes CI/CD, donc pour ceux qui sont dans le monde du développement, globalement sur un commit, que ce soit Git, GitLab, GitHub, peu importe, je vais activer tout un nombre d'outils qui va me permettre de créer ma documentation, d'analyser le code, de s'assurer qu'il n'y a pas de bug, ou en tout cas au sens de MISRA par exemple, sur du code C++. Moins j'ai de bugs, moins j'ai de risques aussi de créer mes propres vulnérabilités. Et je génère automatiquement ce qu'on appelle des SBOM, donc l'équivalent de la BOM dans le matériel, Build of Material, la version logicielle, c'est la SBOM pour Software Build of Material, et qui permet de lister finalement toutes les dépendances de mon logiciel. Et ces dépendances-là sont injectées dans des outils. Alors, j'ai pris ici l'exemple de Dependency Track. Alors, je suis ici dans mon schéma, qui va analyser les vulnérabilités connues sur les dépendances dans les versions qui sont déployées et m'en faire un rapport. Derrière, il faut les analyser. Le travail ne s'arrête pas là. Il y a tout un boulot d'analyse pour vérifier ce qui nous concerne, ce qui ne nous concerne pas, si on est touché, quels sont potentiellement les risques et comment est-ce qu'on les traite. Est-ce qu'il y a un patch? Est-ce qu'on peut contourner d'une manière ou d'une autre le sujet? Et donc ça, on le fait dès les premières phases de développement et tout au long du cycle de développement du produit. Et c'est le même outillage qui nous sert en phase d'exploitation pour régulièrement nous assurer qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans ce qui est déployé. Voilà, je crois que je tiens le délai. La dernière slide, donc qu'on va commenter avec Jean-Luc, où pour illustrer un peu tout ce qu'on dit, il y a de la méthode, je dirais macroscopique avec ce cycle en V que je vous ai présenté, Secure by Design, dans lequel on va imbriquer du DevSecOps pour assurer la qualité du logiciel et diminuer le risque d'implémenter des vulnérabilités ou de traîner des vulnérabilités dans notre projet. Et puis après, il y a des solutions techniques. Il y a des solutions techniques à plusieurs niveaux, puisqu'on parle de système embarqué. C'est quand même l'objet de cette conférence. Le système embarqué, à la différence d'un logiciel dans une salle serveur, qui est relativement peu accessible, il peut potentiellement, si c'est un système embarqué grand public, il est entre les mains de tout le monde. Donc, les aspects même mécaniques rentrent dans ces contraintes de sécurisation cyber du produit. C'est pour ça que ici, on a pris quelques exemples hardware et software, mais commencer par le hardware pour s'assurer que l'on soit capable de réagir dès même les premières phases de tentative d'ouverture du boîtier, cas échéant,
ou en tout cas rendre plus difficile et potentiellement plus long le fait de tenter de hacker un équipement déployé. Jean-Luc, par rapport au projet que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que tu veux illustrer avec ce détail? Alors, oui, on peut illustrer ça avec donc, deux projets qu'on a fait donc avec Viris, hein, sur deux projets chez Cela Group. Alors, nous, on intervient au niveau de la conception du produit, hein, donc, et on fait la conception, l'industrialisation et la production du produit. Dans notre périmètre, on n'a pas l'applicatif, c'est notre client qui le fait, donc tout ce qui est cybersécurité lié à l'applicatif, nous, on ne s'en occupe pas. Par contre, on doit mettre en place l'électronique qui va bien et les couches basses logicielles et qu'elles soient cybersécures. Alors, effectivement, le slide de Grégory explique très bien parce que, alors, sur les deux exemples que j'ai en tête, je vais vous dire rapidement, il y en a un, c'est un modem satellitaire pour un client et avec des exigences de cybersécurité assez poussées. Comme disait Grégory, il n'est pas question qu'un hacker puisse… C'est un modem, donc il est disponible chez tout le monde. Un hacker peut le prendre, peut l'ouvrir, peut aller se connecter par la 132 dessus et aller pirater le logiciel. Donc ça, il n'est pas question de faire ça. Donc sur cet exemple, sur ce projet-là, sur cet exemple-là, on a dû effectivement mettre des anti-tampering, là, comme c'est expliqué, pour que le logiciel puisse détecter que le produit a été ouvert ou pas. Mais on est plus loin, on a supprimé tous les ports inutiles fonctionnellement. Alors, des ports qui étaient utiles lorsqu'on développait, RS132, USB, des choses comme ça, qu'on avait besoin pour faire les mises au point du développement de la carte électronique et des couches basses. Et à la fin, ces ports-là, on les enlève carrément. Donc, on les supprime. On supprime tous les accès. Sur le microprocesseur, c'est un BGA. Les BGA, vous connaissez, c'est les billes qui sont en dessous. Hein. On supprime, il n'y a pas de piste qui sort. C'est-à-dire que le hacker est obligé de démonter le micro et il le casse, donc il peut rien faire. Voilà, on enterre des pistes aussi. Il y a des pistes que l'on met au milieu des pistes qui vont passer à l'intérieur des couches du PCB pour pas qu'elles puissent être accessibles de l'extérieur. Donc, ça va jusque-là. Alors ça, c'est sur le projet où on avait donc le modem satellitaire. Sur le deuxième projet, c'est un valideur de titres de transport. Là, les exigences sont moindres. Donc là, par exemple, on ne fait pas ça. On n'a pas enlevé on n'enlève pas le bus RS132 qui sert à la mise au point du produit. Ce n'est pas enlevé par exemple. Ça dépend des exigences. Donc, voilà un petit peu ce qu'on est amené à faire. Alors, ça pose beaucoup de problèmes parce que pendant la phase de mise au point du produit, on a besoin de ces accès-là. On n'a pas besoin de cybersécurité. La cybersécurité, c'est quelque chose qui va nous empêcher de développer, de mettre au point notre produit. Et donc, alors, comme disait Grégory tout à l'heure, on le prévoit dès le début. C'est-à-dire que quand on sélectionne nos composants, on sélectionne les coffres forts numériques, on sélectionne des micros qui ont des fusibles à griller à l'intérieur, des choses comme ça. Mais on ne les met pas en œuvre tout de suite, on va les mettre en œuvre au plus tard dans la phase de développement du produit, juste avant la phase d'industrialisation. Alors, la phase d'industrialisation, c'est le moment où on va se poser la question, comment on va faire pour produire, pour fabriquer 1000, 2000, 3000, 4000 produits par an avec les aspects cybersécurité. Donc, on aura des clés à mettre, des choses comme ça. Alors ça fait référence au Secure Boot qui est en dessous. Donc là, on va avoir à mettre dans notre produit, on va mettre un boot, un Linux, un applicatif que le client va nous donner. Il faut que ces logiciels soient authentifiés. Il n'est pas question qu'un hacker prenne un produit dans le magasin, qui change le logiciel, qui mette le sien, avec dedans des logiciels malveillants, par exemple. Donc, du coup, tout ce logiciel-là, il faut qu'il soit certifié, authentifié et des fois crypté. Donc, dans un des deux projets, on doit être crypté, dans l'autre, on ne doit pas être crypté. Donc, le hacker peut le voir, mais ne peut pas le remplacer. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on met en œuvre, qu'on doit mettre en œuvre dans nos conceptions. Alors, on le fait avec l'aide de Viris, puisque ce n'est pas trop le cœur de notre métier. Donc, c'est pour ça qu'on s'adresse à Viris et à Grégory pour nous aider sur ces aspects-là. Voilà, donc du coup, c'est écrit dans le slide, là, donc la réduction des surfaces d'attaque, on enlève les ports, secure boot, il faut que le programme démarre, que le produit démarre sur le logiciel officiel, pas sur un autre. Après, chiffrement des communications, alors là, on part un peu vers l'applicatif,
Nous, on est un peu moins concernés parce que c'est l'applicatif qui fera les communications. Donc là, ça sort de notre périmètre, nous, chez Cela Group. Le système de mise à jour, ça, c'est dans notre périmètre. Donc, on doit mettre en place les outils nécessaires pour que l'applicatif puisse faire les mises à jour. Et c'est des outils qui doivent être sécurisés. Donc, ce sont des choses que l'on doit mettre en place avec l'aide de Viveris, toujours. Voilà. Gestion de l'authentification. Donc là c'est les paires de clés. Typiquement, on va mettre des clés dans le système. Il y a dans les microprocesseurs des fusibles aujourd'hui, hein, c'est des fusibles qu'on grille, on inscrit une clé dedans et on ne peut pas la changer, quoi. C'est inscrit en dur. Il y en a plusieurs, on peut les révoquer. Donc, voilà. Donc nous, quand on est en phase d'industrialisation, on va mettre ça en place avec notre client et pour mettre les clés qui vont bien, qui vont permettre au logiciel, lorsqu'il démarre, de s'assurer que c'est bien le bon logiciel et qu'il n'a pas été piraté. Je voulais ajouter un mot sur la partie industrialisation. Oui. Parce que c'est un élément qu'on voit souvent un peu tardivement sur les projets. Et si je peux donner un conseil, c'est de le traiter tôt. Parce que suivant qu'on travaille avec NXP, Texas Instruments, ST, Intel, Microchip ou d'autres, enfin, nous, notre expérience est plutôt sur ces 5 fondeurs-là. La manière d'implémenter la cyber, notamment pour le Secure Boot, pour sécuriser la chaîne de démarrage, implique généralement une certaine intrusion de ces industriels dans les chaînes de production, avec des clés qui sont uniques, qui peuvent être uniques, ça dépend des fournisseurs, mais à chaque composant. Et donc, ça veut dire une connexion avec leur système d'information. Et ça, si on n'anticipe pas, suivant les chaînes de production des uns ou des autres, c'est pas toujours facile, en tout cas pas forcément, pas facile, voire impossible à mettre en œuvre. Donc, c'est des éléments d'industrialisation à penser assez tôt et à regarder, en fonction du composant, comment ça se passe et quel lien avec le fondeur. Voilà, c'est une petit warning que par expérience. Intéressant. Merci beaucoup, Grégory, Jean-Luc. Je rappelle aux participants qu'ils sont invités à poser des questions. Normalement, vous devriez voir, alors ça a changé, l'interface graphique a changé, mais un module questions en haut à droite, à côté du temps qui défile, par exemple, si vous voyez la même interface que moi. Vous pouvez poser des questions par écrit. Il y en a une qui a été posée jusqu'à présent et on va la traiter juste après l'intervention de Anna Baraquet de CISEC France, qui va nous parler des enjeux liés à la cybersécurité, mais dans le secteur spatial, et comment intégrer cette cybersécurité de manière évolutive. Anna, je vais vous désigner présentateur. Est-ce que vous voyez le pop-up? Oui, super. Parfait. Donc voilà, si je suis bien en plein écran. Oui, c'est parfait, merci beaucoup. Très bien. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et merci pour les 2 présentations aussi en amont. D'ailleurs, voilà, il y aura quelques ponts avec la présentation juste avant, donc c'est parfait. En effet, donc enchantée, bonjour à tous, je m'appelle Anna Baraquet et je représente donc l'entité française de CISEC pour vous expliquer un peu donc, la cybersécurité du secteur spatial et comment intégrer une cybersécurité évolutive. Juste rapidement, CISEC, vous n'avez sûrement pas entendu parler de l'entreprise, en tout cas pas encore. Nous, on est une petite entreprise qui justement produit des solutions spécifiques pour la cybersécurité spatiale, que ce soit sur le segment sol ou en orbite, donc sur les satellites. On est une entreprise européenne, voilà, fondée en 2018 et assez proche aussi voilà, on travaille souvent avec les agences spatiales. Donc, pour vous donner un peu de contexte déjà de l'infrastructure spatiale, les systèmes orbitaux, comme on les appelle, donc ils sont composés d'un système au sol, d'un système orbital, donc le satellite, et d'une liaison. Donc, bien sûr, pour relier le satellite et le sol. Vous pouvez voir aujourd'hui, et c'est ce que vous avez dû lire aussi souvent dans la presse, les satellites sont maintenant comme un nœud supplémentaire de l'infrastructure Internet, de la connectivité globale. On a donc,
que ce soit côté transport, infrastructure critique ou même cloud et data center qui sont reliés par des satellites comme par des antennes 5G. Donc, on a vraiment une incorporation de l'infrastructure spatiale dans la connectivité globale. Et bien sûr, tout ça doit être opéré par des centres de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que bien sûr, comme tout nœud de l'infrastructure globale, il peut être attaqué, et il a été attaqué. La plus grande et plus marquante attaque qui a eu lieu, c'était celle sur Viasat, la veille de l'invasion russe en Ukraine, où donc il y a eu le segment sol qui a été attaqué pour justement faire de la disruption dans les communications militaires qui utilisaient la connectivité satellite pour se coordonner et qui a donc permis aux Russes de s'infiltrer, disons, avec plus de facilité puisqu'ils avaient déstabilisé leur adversaire. Donc voilà, ça c'était en 2022 et un peu plus récemment, en 2025, il y a aussi eu une disruption du trafic des pétroliers iraniens en visant justement les terminaux satellitaires qu'ils avaient à bord, puisque voilà, tout pétrolier, quand il est en haute mer, n'a pas d'antenne 5G à disposition et utilise bien évidemment la connectivité satellitaire. On a donc des attaques sur le milieu spatial qui peuvent être vraiment impactantes pour les opérations habituelles et qu'il faut donc prendre en compte. Pour vous expliquer, voilà, côté SAISEC, nous, on s'occupe justement à amener des solutions qui vont permettre de sécuriser les infrastructures au sol, les infrastructures donc au niveau du satellite et les liaisons de connectivité satellitaire qu'il peut y avoir entre deux utilisateurs connectés par satellite. Donc voilà, vous voyez ici les 3 produits qui sont dédiés et donc complémentaires pour sécuriser l'infrastructure globale spatiale. Pourquoi a-t-on besoin d'une approche évolutive et pourquoi est-elle importante à prendre en compte? Je vais présenter ça en expliquant aussi l'historique un peu de ce déploiement de l'infrastructure spatiale. On a d'abord commencé avec des centres d'opération qui utilisaient des satellites en orbite géostationnaire, donc à 36 000 km de la Terre, et en orbite donc moyenne, donc un peu plus proche de la Terre, pour avoir des images satellites, pour avoir du GPS ou des télécommunications, mais plus souvent militaires. On a ensuite vu l'émergence du New Space, donc avec des orbites beaucoup plus proches de la Terre, à plutôt 500-600 km de la Terre, qui permettaient d'apporter aussi des images de meilleure résolution, plus que des appareils plus proches de la Terre, mais avec une couverture un peu moins grande, et donc l'émergence de certaines constellations pour apporter une connectivité globale. Et typiquement, Starlink est venu en secours lorsqu'il y a eu l'attaque sur Viasat en Ukraine. Donc on a vraiment l'émergence de nouvelles solutions et souvent civiles qui permettent d'avoir une certaine résilience de ces infrastructures. Donc voilà, une infrastructure spatiale multi-orbite, comme on l'appelle. Et avec donc l'évolution du temps, on a eu aussi la connectivité et l'intégration des infrastructures spatiales avec des infrastructures terrestres, typiquement le 5G. Et on voit de plus en plus la possibilité d'avoir les satellites qui peuvent commander des drones, qui vont bien sûr informer tout le milieu d'aviation et maritime. Et si on projette un peu plus loin, on commence à avoir aussi des projets d'avoir des data centers en orbite, des constellations beaucoup plus importantes avec des liens entre chacune des orbites pour vraiment permettre d'utiliser les capacités donc géostationnaires où la couverture est beaucoup plus grande et la faible latence des satellites donc en LEO, en orbite basse, qui sont plus proches de la Terre et donc avec qui la communication est plus rapide. Donc, pour que voilà, vous ayez ce contexte, on a à chaque fois donc, des évolutions, que ce soit en tant que matériel ou d'usage. Et donc, il faut qu'on ait une cybersécurité qui puisse se développer
bien, en continuité avec ces évolutions-là. Maintenant, comment faire? C'est bien beau d'écrire ça, mais il vaut mieux trouver des solutions. Et donc, je vais vous présenter quelques lignes directrices à prendre en compte pour avoir un produit qu'on va pouvoir maintenir dans le temps et transformer avec les usages. Tout d'abord, voilà, c'est peut-être le plus direct, c'est se baser sur des standards. Les standards sont souvent faits pour garder justement une marge de manœuvre, une évolution. Hein, on a souvent la révision des standards et leur mise à jour. Et donc, on a souvent voilà, des versions dans les structures des messages qui sont utilisés qui permettent d'avoir cette modularité. Côté spatial, on a le CCSDS, donc pour Consultative Committee for Space Data Systems, qui est l'ensemble des agences spatiales qui se réunissent donc autour de la table pour écrire les différents protocoles, que ce soit de communication, aussi de sécurité. Il y a donc le Space Data Link Security, donc la sécurité pour le lien spatial de données qui a été écrit plutôt récemment d'ailleurs, en 2017. Et toute une série de standards qui décrivent et qui permettent aux différentes entreprises déjà d'avoir des systèmes qui soient interopérables, mais aussi d'évoluer dans le temps. On a bien sûr donc des normes européennes pour standardiser les infrastructures spatiales et ainsi voilà, permettre toujours l'évolution et l'interopérabilité entre systèmes. Et on a ensuite, bien sûr, toutes les recommandations un peu plus cyber, disons, du NIST et les normes ISO. Mais bon, je ne vais pas y revenir puisque la présentation précédente les a déjà mentionnées. Ensuite, une fois qu'on a voilà, les standards pris en compte, il faut avoir des architectures modulaires. Et donc là, je vais vous découler donc 3 points à faire attention. Le premier, donc, s'adapter aux différentes architectures, ici satellitaires, mais comme l'a dit la présentation précédente avec Grégory, ça vaut aussi pour n'importe quel type de standard parce qu'on peut avoir, selon les architectures, des processeurs différents, donc pour lesquels il faut pouvoir compiler notre produit voilà, pour le processeur en question, pour le déployer sur le hardware, voilà, l'instance matérielle qu'il faut. Donc pour ça, essayer d'avoir une chaîne de computation qui puisse être modulaire, qui prenne les exigences du client et pouvoir donc produire et livrer le produit pour qu'il soit compatible. Avoir donc une certaine sorte d'abstraction matérielle pour pouvoir être interopérable avec différents types de communication. Là, quand on parlait voilà, des communications qui peuvent être à la fois satellitaires ou des infrastructures 5G, il y a d'ailleurs un travail un peu de standardisation des communications 5G pour les systèmes spatiaux. Donc, on voit vraiment aussi une convergence et ça permet de guider aussi les entreprises dans leur développement. Et ensuite, bien sûr, essayer d'avoir des interfaces qui soient minimales pour éviter tout problème d'intégration avec le système global et le plus souvent standard pour que les interfaces qu'il faut quand même pouvoir avoir, autrement les deux produits ne vont jamais communiquer, mais voilà, qu'elles soient connues d'avance et le plus facile à mettre en place. Le deuxième axe sur lequel je voulais faire attention, c'est savoir avoir une modularité pour satisfaire le niveau d'exigence de sécurité de la mission. Donc, toute mission, tout produit, tout usage va avoir un niveau d'exigence de sécurité qui soit différent. On va avoir bien sûr un produit qu'on peut peut-être utiliser pour une communication civile, une communication commerciale avec des données un peu sensibles, typiquement de la santé, ou des applications militaires. Pour ça, il faut donc pouvoir sélectionner la librairie cryptographique correspondante. Donc, quelques usages vont demander d'avoir des librairies cryptographiques qui soient certifiées selon un certain niveau. Mais voilà, plus elles sont certifiées, souvent, plus elles sont gourmandes en puissance ou alors lourdes et tout simplement aussi plus cher. Hein. Donc, bien sûr, un usage civil ne va pas pouvoir se permettre de payer une librairie peut-être certifiée à un niveau militaire. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, il faut pouvoir estimer le niveau de sécurité nécessaire et ne pas infliger des coûts supplémentaires pour un usage qui n'a pas besoin d'un grade aussi élevé de sécurité.
pouvoir bien sûr gérer les clés et les canaux de communication de manière ségrégée, c'est-à-dire que pour un satellite, on peut avoir par exemple un instrument dédié civil, alors qu'un autre, une antenne de communication par exemple, serait dédiée pour les militaires, et pareil, avoir la possibilité de ségréguer ces informations et donc de sécuriser différents canaux avec différentes clés, différents algorithmes derrière, et ainsi pouvoir, avec un même produit, satisfaire différents niveaux d'exigence de sécurité. Et enfin, avoir donc la défense en profondeur, c'est-à-dire que on va venir donner de la sécurité sur les différentes couches de ce qu'on appelle la stack de communication, où on va avoir une couche, une sécurisation sur la couche physique, sur la couche réseau, sur la couche applicative, et ainsi, selon le niveau d'exigence, aussi cibler où est le besoin réel de sécurité, sans à chaque fois rajouter de la sécurité là où ce n'est pas forcément nécessaire, ou en tout cas pertinent pour le cas d'usage. Et le dernier point, qui relie un peu le précédent, c'est satisfaire le niveau d'exigence de performance de la mission. Donc, plus on rajoute de sécurité, plus on va rajouter aussi éventuellement de temps de traitement de la donnée, puisqu'on va venir chiffrer, authentifier cette donnée à différents niveaux éventuellement. Et donc, selon le niveau d'exigence, il faut aussi regarder le niveau de performance. Certains moments, on peut avoir des débits qui sont beaucoup plus importants et donc avoir par exemple de l'accélération matérielle pour que le niveau d'exigence de la sécurité reste respecté, mais puisse être accéléré pour atteindre le niveau d'exigence de performance. On va donc aussi avoir de l'optimisation sur la défense en profondeur. C'est ce que je vous disais déjà un peu avant, à savoir que certaines données doivent être chiffrées à une couche donnée, mais peut-être pas sur toutes les couches. Donc là aussi, il faut connaître le cas d'usage réel de la mission pour mettre la sécurité là où c'est pertinent. Et ça, c'est plus côté caractéristique de la mission spatiale. On est sur des objets embarqués qui ont des contraintes, que ce soit de ressources, de puissance, mais aussi de taille de mémoire très très forte. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, le swap. Ça existe aussi dans les objets embarqués en règle générale. Donc voilà, pour size, weight et power. Donc, taille, poids et puissance. Et avoir donc des librairies et des produits qui soient assez optimisés au niveau de l'utilisation de la mémoire non volatile, de la mémoire RAM et de la consommation du cœur du CPU. Donc, quand on a pris ces différents points, donc l'architecture modulaire selon les différents processeurs utilisés, selon le niveau d'exigence de sécurité et selon le niveau d'exigence de performance, qu'on se base en plus sur les standards, on a une très bonne ligne directrice pour intégrer la cybersécurité évolutive. Donc, je conclurai juste ma présentation pour vous dire que si l'utilisation de la cybersécurité et l'application de la cybersécurité dans le spatial vous intéresse, on organise une conférence qui s'appelle SAISAT, qui se tient tous les ans à Paris, donc à Station F. Et voilà, on serait ravis de vous accueillir et pour que vous connaissiez un peu plus les spécificités du monde spatial. Merci à tous. Merci Anna, c'était passionnant. Et elle est à quelle date cette conférence? C'est le 20-21 mai. D'accord, ok, merci beaucoup. Et je me demandais si tout ce que vous expliquez sur la cybersécurité évolutive, les architectures modulaires et autres, en fait, peut-être, est-ce qu'il y a, enfin, c'est spécifique au spatial, on l'a bien compris, mais est-ce qu'il n'y a pas des redondances peut-être aussi, enfin, des exigences aussi peut-être pour le ferroviaire ou l'industrie, Grégory? Oui, c'est bon. Oui, bien sûr, c'est le parallèle existe complètement peu importe l'industrie, oui. Ok. Alors, il y a quelques questions. On peut commencer par vous, allez, Anna, puisque vous venez de présenter. Je pense qu'elle est pour vous. Cette personne se demande si vous avez une méthodologie orientée DevSecOps applicable au design FPGA
Et est-ce que vous utilisez des outils d'analyse et de détection de vulnérabilité des modules HDL dans vos pipelines CI/CD? Très technique, les questions. Je ne sais pas si… Non, mais tout à fait. Donc, c'est pour tout ce qui est développement. Donc, comme le présentait Grégory, en effet, à chaque fois qu'on développe, on a bien donc notre pipeline CI/CD qui vérifie les normes MISRA, les différents types de vulnérabilités. Aussi, ce qui est très important et ce qui est un des exigences qu'on a vues donc, dans les normes ECSS, donc les normes européennes pour la standardisation spatiale, et qui nous permettent de passer les différents niveaux de TRL, donc de Technical Readiness Level, c'est d'avoir un logiciel qui soit, j'ai que les mots en anglais, excusez-moi, testé voilà, complètement à 100%. Donc, pour s'assurer qu'à chaque fois, on n'a aucune faille possible qu'on n'ait pas testée. En effet, on a donc de l'accélération matérielle pour avoir des débits supplémentaires en utilisant du FPGA. Et pour ça, donc, on a… je ne saurais peut-être pas, c'est une méthodologie générique. En tout cas, on se base sur les mêmes principes de tester l'entièreté avec aussi, en s'aidant de certains modules qui permettent d'automatiser ces tests. Donc, bref, la réponse est oui. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Grégory, vous avez mentionné donc la cybersécurité donc, voilà, dans différents secteurs, dans l'industrie, dans le ferroviaire, etc. Mais on peut aussi imaginer cette cybersécurité embarquée pour un produit grand public comme une montre connectée, par exemple. Dans le cas de la fabrication d'une montre connectée, est-ce que voilà, les réglementations que vous avez présentées, est-ce que l'ETSI 303-645 suffit? Peut-être nous rappeler aussi ce qu'est cette réglementation ETSI 303-645. Alors oui, je vais… alors une montre, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce type d'IoT, une montre connectée, elle tombe à la fois sous le coup de la RED, de la directive RED et de la directive et du CRA. Donc comme tout, lorsque un équipement tombe sous le coup de deux directives en parallèle, on appelle ça l'intersection des deux. Bon, mais ces deux normes, ces deux directives, pardon, elles imposent des résultats, elles n'indiquent pas comment faire. Voilà, c'est des exigences, ce sont des attentes. Maintenant, le comment faire, c'est pas à ce niveau-là que ça se traite. C'est là qu'interviennent les autres normes, type ETSI 303-645 ou d'autres, 62-641, peu importe. Et en l'occurrence, pour un équipement connecté à 303-645, alors elle n'est pas obligatoire, mais oui, elle permet de démontrer, d'apporter les preuves de conformité par rapport à ces règlements européens. Ce qui est important, c'est finalement, à la fin, c'est ces règlements européens qui s'imposent et qui sont obligatoires pour l'autorisation finalement de commercialisation. Donc pour répondre en clair à cette question, je ne sais pas si je vais être clair d'ailleurs, il y a trois niveaux. Juridiquement, la 303-645, je dirais, elle est facultative. On peut prouver qu'on respecte ces exigences par d'autres moyens. Voilà. En revanche, d'un point de vue pratique, j'aurais tendance à la recommander parce qu'elle est assez facile à mettre en œuvre, assez entre guillemets. Et d'un point de vue commercial, après ça va dépendre des exigences du client, mais elle peut potentiellement être indispensable parce que c'est l'une de celles qui sont les plus reconnues dans le monde industriel. Et donc, suivant vos clients, oui, commercialement, ça peut être indispensable. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si combien, mais… Ok, merci beaucoup. Une autre question sur la mise en œuvre du pipeline logiciel. Alors peut-être que je rappelle effectivement le pipeline, vous avez présenté vous, Grégory, une chaîne structurée des différentes étapes pour faire passer un logiciel depuis sa création jusqu'à son déploiement, voire même l'exploitation. Et donc la question est, la mise en œuvre du pipeline logiciel, ou d'un pipeline logiciel d'ailleurs, est-elle obligatoire pour respecter la réglementation CRA, le Cyber Resilience Act? Peut-être nous rappeler aussi que cette réglementation. Donc, est-ce qu'il faut nécessairement cette chaîne structurée d'étapes pour respecter cette nouvelle réglementation? Alors, pour rebondir sur ce que je viens de dire, le CRA comme la RED ne précise pas comment faire. Donc, encore une fois, c'est les résultats qu'ils attendent. Donc, l'automatisation du processus de développement
la chaîne CI/CD. C'est un outil pratique qui permet de s'assurer qu'on récolte les preuves régulièrement et aux différentes étapes, afin derrière de quelque part prouver la conformité, quoi. Mais c'est pas obligatoire. Donc clairement, non, c'est pas obligatoire. Mais j'ai envie de dire, par contre, c'est quand même mieux avec. Enfin, en tout cas, on est plus serein quand c'est mis en œuvre. D'accord, ok. Alors, il y a une autre question, mais j'espère qu'elle va être claire. C'est à propos du Secure Boot. Je pense que c'est pour vous, Grégory. Oui. Est-ce que le Secure Boot est fourni par le fondeur ou est-ce qu'il est développé par l'industriel? Alors, le Secure Boot, c'est quoi un Secure Boot? C'est le fait, enfin Jean-Luc pourrait l'expliquer même aussi bien, mieux que moi. Ici, si vous voulez. Oui. Il faut revenir à ce que c'est Secure Boot en fait. Donc, vas-y, Grégory, tu vas bien le faire. Okay. C'est quoi? C'est finalement, bon, dans le cas, je vais prendre le cas où on a le plus complexe. On a un système d'exploitation propre à son équipement, avec une surface d'attaque réduite, c'est-à-dire qu'on conserve que les composants qui nous intéressent et on n'embarque pas un Linux Fedora complet sur nos systèmes embarqués. Et derrière, on a notre applicatif. Et c'est le fait de s'assurer que le démarrage, toutes les étapes, le U-Boot, l'OS et l'applicatif, finalement, ce soit le nôtre, qui soit donc quelque part certifié, on a vérifié son intégrité et qu'on démarre sur le bon logiciel. Le Secure Boot, c'est ça. Et donc, à partir du moment où on applique notre applicatif, ça peut pas être le fondeur. Donc, fatalement, le Secure Boot, il est fait par celui qui est en charge de l'application. D'accord. Ok, merci, c'est clair. Elle a une autre question, elle se multiplie, mais le temps passe. Elle est pour vous, Anna. Donc la question générale est, est-ce que vous pouvez cybersécuriser une constellation déjà installée? Et une autre question qui va avec celle-ci. Est-ce que vous travaillez en prémission en intégrant vos solutions sur les CubeSat avant la mise en orbite? Ou est-ce que vous pouvez faire des upgrades lorsque le satellite est en orbite? Ouais, super question. Donc, ce qui se fait de manière la plus fréquente, c'est de créer le satellite donc, au sol, y mettre la sécurité et ensuite le lancer en orbite. Tout simplement parce que une fois que le satellite est en orbite, les opérateurs sont souvent très frileux pour venir rebooter le satellite avec une nouvelle configuration parce que s'il y a quelque chose qui se passe mal, ça peut produire la fin de la mission. Donc, souvent, c'est quelque chose qui s'évite. Par contre, c'est faisable techniquement. Et on peut venir ajouter une meilleure sécurité à bord d'un satellite tant que ce satellite a déjà une sécurisation minimale. Parce que, en fait, si on va envoyer des nouveaux fichiers de logiciels de vol qui vont incorporer cette cryptographie, disons, un peu plus robuste, il faut tout de même chiffrer ces nouveaux fichiers que l'on va envoyer et qui vont remplacer les anciens pour faire un peu un redémarrage du satellite. S'il n'y a aucune sécurité à bord, bien sûr, on ne peut pas juste envoyer ceci parce que on ne saurait pas si c'est vraiment notre fichier qui est arrivé à bord et donc les opérateurs ne voudraient pas redémarrer le satellite avec éventuellement un autre logiciel qui serait arrivé entre-temps qui pourrait être malveillant. Donc, pour répondre à la question, c'est faisable, oui. Est-ce que opérationnellement, ça se fait? Pas trop, parce que les risques sont énormes. Ok, très bien, merci. Allez, une dernière question, si vous voulez bien, un peu à la marge, autour de la formation. Elle s'adresse à vous tous. Donc, Viveris, c'est la groupe, j'allais dire, et SAISEC, mais aussi peut-être pourquoi pas Move to Digital. Est-ce que vous prenez des alternants en cybersécurité? Et si oui, comment candidater? Nous, oui, actuellement, on n'a aucun poste d'alternant ouvert pour ce qui est cybersécurité, mais là, on est en train de recruter typiquement un stagiaire de fin d'études. Donc, voilà, quand c'est possible qu'on ouvre des positions d'alternants, et dans ce cas-là, juste sur notre site web ou sur LinkedIn, on a les offres qui sont publiées. D'accord, ok. Même réponse côté chez la groupe, oui. Chez la groupe, nous prenons des alternants aussi. Pas en cybersécurité, mais en développement logiciel ou développement matériel.
électronique ou logiciel. D'accord, ok, merci. Et pareil, pour Anna, c'est sur le site web qu'il faut le candidater. Ok, très bien, merci. Je donnerai votre contact hein, si j'ai des questions plus en plus de à la fin de ce webinaire. Rapidement, le prochain WebTech aura lieu le 6 février, toujours sur la cybersécurité, mais avec un prisme différent, j'allais dire. D'abord, on vous fera un peu d'éducation, sensibilisation à un nouvel indice qui est l'IRN, indice de résilience numérique, qui est une démarche nationale, j'allais dire, pilotée par des grands comptes, notamment DocaPost, qui est d'ailleurs le président de Actantis, qui va permettre en fait voilà, d'assurer une confiance sur la résilience voilà, de produits, de fournisseurs, d'entreprises. Ce sera expliqué donc le 6 février. Et en marge de cette intervention, il y aura des innovations autour de la sécurité hardware qui seront présentées par CETRAC avec des innovations très, très différentes et pour des cas d'usage très variés. Vous verrez, c'est le 6 février de 11h à 12h. Et puis, je lance un petit appel. Je cherche des intervenants, des pitchs, enfin des entreprises intéressées pour pitcher sur des thématiques, alors cyber aussi, bien sûr, lors du salon Global Industrie. On a 3 espaces, en fait, que l'on nous donne pour organiser des tables rondes ou pour des pitchs d'entreprise. Pendant donc, le salon Global Industrie qui aura lieu à Paris-Villepinte du 30 mars au 2 avril, si ma mémoire est bonne. Et voilà, sur les thématiques donc photonique, cyber, IA, Edge, et en général souveraineté aussi. Voilà, il y a de la place pour nos membres qui souhaiteraient effectivement un peu de visibilité ou qui souhaiteraient par la même occasion découvrir ce salon Global Industrie qui est très qualifié. Je ne sais pas si vous le connaissez, Grégory, Jean-Luc, Anna, ce salon. Oui, mais je n'ai jamais encore participé. Ah, ok. Bon, écoutez, ça peut être l'occasion. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être l'occasion. On en reparle. Merci à tous. Bonne journée et puis rendez-vous au prochain WebTech. Merci. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.